Bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin ensemble sur Al24 News de notre émission Algérie plurielle, et quel plaisir d'être parmi vous. Et ce matin, nous allons aussi à la rencontre des personnes enceintes. Nous sommes encore dans l'ambiance des festivités du 5 juillet et que de belles choses autour de ce beau plateau, avec des personnalités qui font cette Algérie qui avance avec ses femmes et ses hommes. Donc à mes côtés, et c'est un bonheur de le recevoir, Monsieur Saïd El Mourad, bonjour. Bonjour Linda, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'être parmi nous ce matin. Monsieur Saïd El Mourad, vous êtes directeur de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Wilaya d'Alger, de la capitale. Donc c'est vraiment une part importante autour de l'artisanat et aussi l'influence que connaît cette Chambre des métiers, puisque c'est aussi la capitale que vous représentez. Merci d'être présent ici aujourd'hui parmi nous. Nous allons revenir avec vous sur l'importance de la Chambre des métiers, le rôle d'une Chambre des métiers pendant toute cette saison estivale et avec les festivités du 5 juillet, la fête de la jeunesse et de l'indépendance. Comment vous êtes revenu sur cette belle fête et sur la jeunesse, notamment amoureuse du patrimoine. À vos côtés, et on est ravis de le recevoir, Yazid Ismail, bonjour. Bonjour Linda, merci pour l'invitation et bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent ici et ailleurs. Voilà, alors Yazid Ismail est un collègue également de la radio algérienne. Il est animateur au niveau de la matinale de la chaîne 2, la chaîne Emezir, une très belle chaîne d'ailleurs que nous aimons beaucoup, qui a donné de grands noms de l'histoire, de la chanson, de la poésie. Et Yazid Ismail revient, il rend hommage à une dame, à une infirmière, qui a rejoint le maquis, qui avait, comme vous le dites si bien, tous les moyens pour vivre aisément et qui a décidé de rejoindre le maquis dans la région, notamment des Aurès, n'est-ce pas? Il s'agit de Messika. Messika, une étoile oubliée de l'histoire. Donc, on va revenir sur ce livre, ce beau livre que l'on peut trouver dans les belles librairies que nous avons ici déjà au niveau de la capitale. On va revenir sur qui est Messika, son parcours, son histoire et son engagement pour la guerre de libération nationale. Ce n'est pas un hasard qu'elle soit à vos côtés, Nora Hamdi, qui elle est une enfant, donc ce qu'on nous appelle une enfant d'immigrés, qui est née à Paris, qui est née en France et qui a fait l'école des beaux-arts de Paris, qui actuellement enseigne au niveau de la faculté, des facultés en France. Elle est écrivaine, elle est aussi réalisatrice, elle est scénariste également. Elle a son premier livre, l'un de ses premiers livres, hommage à la femme algérienne et un hommage à sa maman et à sa grand-mère qui ont aussi connu la guerre de libération nationale. Vous êtes originaire de la région, entre votre maman de Sidi Ali Bouneb et également d'une autre région, toujours dans la wilaya de Tizi Ouzou de toutes les façons. Merci Nora d'être parmi nous ce matin. Bonjour Linda et merci pour cette invitation, je suis ravie et bonjour à tous. Et bonne fête, bonne fête de l'indépendance, puisque nous sommes à quelques jours de cette journée, nous vivons encore cette ambiance de l'indépendance. Et c'est un plaisir de vous recevoir, vous allez revenir vous aussi sur le livre, La Maquisarde, sur le film aussi La Maquisarde, sur comment est venue l'idée d'écrire ce livre. Je m'en souviens, il y a de cela quelques années, comment les choses se sont aussi organisé pour que vous puissiez écrire ce livre. C'est des témoignages. Vous êtes revenu plus souvent sur l'Algérie, sur Alger, sur Tizi Ouzou pour recueillir des témoignages. Tout cela, on va le développer tout à l'heure avec vous si vous le voulez bien. Et Azdine Gerfi est parmi nous, Aurès, terre de mémoire, 15 ans au chevet du patrimoine, aux éditions Chihab. Il faut savoir que Azdine Gerfi, qui est parmi nous aujourd'hui, c'est un bonheur de le recevoir. Il est éditeur, militant associatif et natif des Aurès. Il est ingénieur électrotechnicien de formation. Il fonde, il y a 35 ans, les éditions Chihab, l'une des plus anciennes maisons d'édition. Et puis, il a été co-auteur de Vivre la terre Chaoui. Il a aussi, depuis 15 ans, président de l'association des Amis de Medrassen. Il est initiateur du fameux marathon international de Medrassen à sa 16e édition en octobre prochain. Azdine Gerfi, merci. Bonjour.
Bonjour Linda, merci pour l'invitation. Et puis un passionné d'équitation aussi. Hein. Oui. Voilà, ça aussi, il faut le dire, il faut le mentionner. Le cheval est tellement présent dans notre patrimoine et nous aimons cet animal de compagnie qui nous a accompagnés, protégés, préservés pendant des siècles. Et merci d'être là, Azdin. Merci. Azdin Garfi. Et on finit aussi avec notre amie Delila Mekader qui est parmi nous. Bonjour Delila. Bonjour Linda, merci pour l'invitation. Alors Delila Mekader est parmi nous aujourd'hui, elle est passionnée de musique andalouse, elle est née dans la musique andalouse, elle est née à Alger, plus particulièrement dans le quartier du Ruisseau Hamma. Elle a fréquenté très très jeune le conservatoire d'Alger, elle a été l'élève de Skandarani, de Cheikh Mehmed également et de tant d'autres. Et c'est un Fakharji également, nous sommes ravis, honorés de vous recevoir ce matin ici dans Algérie Pluriel sur Al 24 News et actuellement vous vivez depuis une quarantaine d'années à l'étranger, aux États-Unis plus particulièrement, dans le Texas et vous êtes aujourd'hui là pour quelque temps, passer des vacances, vous ressourcer également. Exactement, effectivement. Voilà, donc on revient à nos invités et puis le débat est ouvert, bien entendu. Monsieur Saïdani, vous avez aussi participé à la foire internationale d'Alger. Ça a été aussi un moment très fort où le stand aussi de la CAB était très important, du ministère du Tourisme aussi. Voilà, donc c'était une occasion pour un petit peu mettre en valeur les labels de qualité au niveau local. Vous savez que pour nous protéger, nous avons initié des labels de qualité pour différentes régions, pour différents produits. Et là, nous avons, grâce à l'opportunité que nous a offert la Foire internationale d'Alger, nous avons exposé les labels de qualité, comme je viens de le dire, de la région de Bider, la poterie, qui est unique, de la sellerie de Tiaret, tapis de Gardaïa, et puis le burnous Wabr de Djelfa, le bijou d'Etieni, le couteau de Boussaada ou le mousse de Boussaadi, et puis Khenchla avec le babar et les bijoux de Batna aussi, qui sont uniques. Et puis nous avons la poterie de Tamantet dans la région de Adrar. C'était une opportunité. Pourquoi on a donné l'occasion à des artisans de ces régions de faire des démonstrations, de montrer justement le niveau de qualité de ces produits. Et puis on a avec le public passé le message de sauvegarde de ces métiers ancestraux, de les porter, d'écrire des choses pour garantir un petit peu la pérennité ou la pérennisation. C'est important d'avoir aussi participé à cette foire internationale parce qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers qui viennent, il y a aussi des stands internationaux qui viennent et qui découvrent l'artisanat. Quand on arrive dans un pays, c'est vrai que la première chose que nous voyons, c'est son architecture. Hein, on arrive dans une ville, c'est l'architecture qui nous interpelle d'une ville. Quand on sort de l'aéroport, c'est son architecture, c'est ses gens, et puis après on passe à autre chose. Donc, et puis l'artisanat joue un rôle très très important aujourd'hui. C'est clair que l'apport de l'artisanat chez nous a une place importante. Oui, bien entendu. Donc le message était clair, c'est-à-dire que c'est à nous de protéger, de continuer à travailler et à promouvoir ces métiers. Donc c'était, comme je viens de le dire, c'était une occasion. Elle n'est pas venue comme ça. Il y avait des textes de loi pour protéger ces métiers. Donc les labels de qualité, il y a deux niveaux. Il y a le premier niveau, c'est l'artisanat d'Algérie. La marque artisanale d'Algérie, où il y a un cahier des charges à respecter pour en bénéficier. Et puis, il y a ces fameux labels de qualité des produits au niveau local, dont les cahiers des charges sont rédigés par les artisans eux-mêmes qui demandent à protéger leurs produits. Très bien, parfait. On reste dans le monde du patrimoine avec notamment M. Azdin Garfi qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de le recevoir. Nous savons que vous êtes toujours parmi vous, M. Garfi, dans le travail de recherche que vous avez. Ça fait des années
que je ne vous ai pas reçu, Oui. c'était il y a de cela plus de, je ne sais plus, une dizaine d'années presque, autour de ce fameux itinéraire du balcon du Roufi, la préservation de l'art culinaire, du patrimoine Oui. très 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 ancien de la région, du vêtement, de l'architecture, du mode de vie, etc. Puis après il y a eu le fameux marathon et donc voilà, beaucoup d'activités, puis beaucoup de sorties de livres, toujours liées au patrimoine. C'est quelque chose qui vous interpelle et qui vous attire depuis des années. C'est-à-dire que vous êtes très sensible à la région, aux sites archéologiques, à la préservation de tous ces sites. Vous savez, chacun a un héritage. Oui. Moi, je crois. Il se ressourçait, il a baigné dans ce milieu-là. Et on se rend compte, quand on quitte ce lieu, peut-être j'ai quitté l'Aurès d'une manière générale, juste à Alger. Oui. Et ce départ a changé mon regard envers les Aurès. Parce que quand on vit au quotidien, quand on côtoie au quotidien ce patrimoine, que ce soit matériel ou immatériel, tu vois, on le vit, on ne se rend pas compte de sa richesse. Mais quand on le quitte, et là, je veux faire partager ce patrimoine avec ceux qui ne le connaissent pas. Et je crois que c'était un petit peu, c'est ça, le déclic de mon intérêt de créer une association d'une part, et tous mes travaux un peu sur l'Aurès. C'est partager cet héritage de grand-mère, parce que, qu'on le veuille ou non, j'ai deux grand-mères extraordinaires qui m'ont raconté, qui m'ont conté, qui m'ont amené dans des lieux, et l'idée, c'était, c'est pas possible, il faut que les Algériens connaissent ce patrimoine qui est malheureusement pas très médiatisé. Et c'est là où on a eu l'idée, effectivement, si on parle du marathon international de Madrassen, oui, c'est le sport est populaire, il draine du monde. C'est extraordinaire, c'est-à-dire on peut ramener beaucoup de jeunes à l'échelle nationale et internationale. Et ce marathon a été créé pour, effectivement, mettre le projecteur sur... Là, on vous voit il y a quelques années, hein, Monsieur Guerfi, hein. Oui, Ce oui. sont des photos de là, vous il y a quelques années. Exact, pour mettre les projecteurs sur le plus ancien monument d'Afrique du Nord, qui est le tombeau de Madrassen. Voilà, c'est ce que nous voyons. Et chaque année, on refait ça. Pour faire connaître, bien sûr, sur le plan national et international, ce monument, qui est un monument fondateur même de le plus ancien État d'Afrique du Nord, parce qu'il est daté de 4 siècles avant Jésus-Christ, et c'est le seul monument témoin d'une civilisation pré-romaine. Alors ça, c'est très important, qu'il y avait quand même un État. Il y avait un État qui avait quand même un savoir-faire, qui avait... et rien que le monument nous donne une idée de tout ce qui a... Comment vit ce peuple, que ce peuple a été ouvert sur le monde, parce qu'on trouve les traces d'influence égyptienne, grecque, et carthaginoise, et là, qu'il y a ce peuple aussi maîtrise le minimum, il maîtrise les mathématiques, tu vois, pour faire un monument aussi parfait, et il maîtrise aussi l'astrologie, pour s'orienter. Et tous ces éléments nous montrent qu'il y avait, 4 siècles avant Jésus-Christ, qu'il y avait quand même une population qui a une civilisation. Voilà l'importance de ce monument. Et puis, je vois les photos aussi du patrimoine vernaculaire de l'Aurès, qui est dans le cœur des Aurès. Là, le plus connu, c'est Roufi, Men'a, Alcantara. Et chacune est un peu la capitale de ces Oued, en quelque sorte. Alors, Oued l'Abyad, c'est Roufi, là, c'est très connu. Et là aussi, c'est un patrimoine très riche et très ancien. Procope a écrit sur patrimoine. Procope, c'est-à-dire, et malheureusement, après l'indépendance, on n'a pas donné beaucoup d'importance à ce patrimoine. Et on n'a pas orienté les universitaires vers l'étude de ce patrimoine. Et on n'a pas aussi su garder la population dans ces villages. Et malheureusement, on a construit des villages à côté, et ces villages ont été abandonnés
Mais le plus important, c'est essayer de préserver ce patrimoine. Et très bien. une de l'action majeure de l'association, c'est aussi que cette région a été érigée, c'est-à-dire l'association a proposé au ministère de la Culture un projet d'ériger ces 3 vallées en parc culturel. Oui. Et ça s'appelle le parc culturel des systèmes oasiens de l'Aurès, qui sont les oasis de montagne. Et le projet a été validé par la commission des biens culturels et on attend, bien sûr, le décret pour concrétiser ce projet. Le message est lancé et c'est parfait. Puis je pense que le mouvement associatif joue un rôle important. Oui. C'est une action citoyenne. Mais c'est le mouvement associatif qui est partenaire de l'État. C'est ça. Parce qu'il est sur le terrain. C'est ça. C'est lui qui sent les choses Tout à et fait. qui prend les informations, qui voit comment le patrimoine, dans quelle situation est réellement notre patrimoine. Très Moi, je bien. crois qu'il y a une loi quand même promulguée en 98 qui est très importante, où on donne la possibilité Aux associations. bien sûr, à la société civile de proposer des projets. Très bien. Et l'association a proposé le parc culturel et aussi un grand projet de restauration du tombeau même de Madrassen, aussi qui a été validé par le ministère et aussi de l'accord du gouvernement. Et on attend bien sûr la mise en place pour pouvoir concrétiser ce projet Très bien. et sortir un peu le Madrassen, sauver un petit peu ce tombeau qui est très très important pour l'Algérie et pour l'Afrique du Et Nord. pour l'humanité tout entière Voilà, aussi. exact. Ça c'est important parce qu'on on se situe dans le monde et l'Algérie aujourd'hui c'est incroyable toutes ces recherches que nous découvrons à chaque fois par nos chercheurs et par les professionnels de ce métier, archéologues, etc., où on retrouve des vestiges qui datent. Oui. Depuis Justement, on est très aussi longtemps. partenaire avec le ministère de la Culture pour le classement dans le patrimoine mondial de ces tombeaux. Ils sont plusieurs, mais les plus importants sont le Madrassen, bien sûr, Oui. la mausolée royale, Oui. comme dit Qabar Romiya Oui, ici, on a C'est ça. les Djeddar de Tiaret, on a le tombeau de Sifax à Ain Timouchent. Oui. Et là, il y a tout un travail qui est en train de faire au niveau du ministère pour le classement de ce patrimoine comme patrimoine Parfait. universel de l'humanité. Yazid Smaïl est parmi nous aussi, pour revenir un peu. On est vraiment dans on est en train de tisser un beau tapis lié à l'histoire de l'Algérie. Et Yazid Smaïl avec Messika, une étoile oubliée de l'histoire. Vous revenez sur cette dame. Et vous dites qu'elle avait à peine 25 ans, Messika, jeune femme des Aurès, soignante et résistante, a offert un souffle pour que l'Algérie respire, que l'Algérie soit libre. Son nom, longtemps effacé des récits officiels, résonne pour vous comme une véritable... ça résonne en vous, cette personnalité. Comment vous l'avez découverte? Comment vous avez rencontré est-ce que vous avez rencontré sa famille? Est-ce que vous êtes rapproché de qui pour avoir toutes ces informations liées à cette dame? En fait, Messika, on peut dire que c'est un dérivé d'un projet littéraire que j'avais conçu en 2023. Et j'ai eu l'opportunité de le partager avec vous, Linda. Donc Oui. c'était les Fahlettes de la liberté. Absolument. C'était ça, tout à en fait, oui. le projet littéraire où j'ai rendu hommage aux femmes algériennes, donc à commencer par les militantes pionnières, où j'ai essayé de remonter aux premières femmes algériennes qui avaient investi la scène politique, le mouvement national, dont on ne parle pas beaucoup, en fait, et de quelle manière ces femmes, elles avaient bravé l'interdit, le mouvement national qui était chasse gardée des hommes à l'époque,
Et elles avaient réussi à braver les interdits de la société qui était à l'époque très Nous voyons conservatrice. justement des photos Voilà. assez émouvantes de ces femmes. Mais je voulais, Voilà. excusez-moi, je voulais rebondir sur votre préface Oui. où vous dites « Ce livre est pour elle », c'est-à-dire pour Messika, hein, et aussi pour toutes les femmes qui ont soigné, résisté, aimé et dont la mémoire éclaire encore nos pas. Tout à fait. En fait, il s'agit de ça, de toutes ces femmes oubliées souvent par les récits officiels, mais qui ont été les figures de la résistance de la femme algérienne, hein, d'un côté, et de l'autre aussi, qui ont incarné cette témérité propre à la femme algérienne, surtout pendant la période de la colonisation, que ce soit pendant les révoltes ou pendant le combat libérateur. Mais moi, j'ai essayé d'expliquer que la contribution de la femme au combat libérateur n'est pas venue de façon... Elles sont vraiment magnifiques. On voit ces femmes qui, bon, elles sont dans les camps d'entraînement, elles soignent aussi. Et ça, c'est très, très émouvant de voir toutes ces photos de femmes. Mais ces femmes n'avaient pas pris le maquis de façon fortuite. C'est parce qu'il y avait eu un travail de sensibilisation, un travail de proximité, un travail de conscientisation fait, accompli en amont par ces militantes pionnières, à savoir Mamia Chintouf, Nassima Hablal et Isa Bouzeki, qui est devenue l'épouse de Ben Ramdan, et Fatima Zekkal Ben Ousmane, c'est la sœur de la Ben Ousmane, son père Mohamed aussi, Mohamed Zekkal, un des grands militants du PPA qui avait participé aux événements du 1er mai 1945. Donc, c'est toutes ces femmes militantes qui avaient accompli un travail extraordinaire au niveau de la sensibilisation, un travail de proximité, de conscientisation, qui avait préparé donc toute une génération pour prendre part au combat libérateur au lendemain du déclenchement de la guerre de libération. Ensuite, moi j'ai découvert qu'en fait, la femme algérienne, dans les différentes catégories sociales, n'ont pas participé de la même façon au combat libérateur. Chacune, de par sa position, de par son statut social, de par son niveau d'instruction, de par sa situation familiale, chacune a contribué à sa façon. La femme rurale n'a pas participé de la même façon, ni avec les mêmes moyens, ni avec les mêmes missions. Donc, il y a une catégorie qui a payé un lourd tribut dont on ne parle pas beaucoup, qui représente pratiquement 82% des femmes qui avaient pris part au combat libérateur, c'est celles qu'on appelle les mousseblettes. Et ces femmes-là, c'est des femmes extraordinaires, c'est nos mamans, nos grand-mères, qui avaient transformé leur foyer en maison d'accueil, en lieu de soins, de ravitaillement, en cachette, etc. Et c'est ces femmes-là qui étaient entre l'enclume et le marteau, qui avaient subi des atrocités, les affres des geôles coloniales, et les tortures, etc. Et c'est ces femmes-là aussi qui avaient contribué d'une façon extraordinaire, qui était la cheville ouvrière, disons, du combat libérateur. Et il y a une autre catégorie aussi, c'est celle qu'on connaît le plus, c'est les femmes qui avaient participé à la guérilla urbaine, donc la bataille d'Alger, mais il y a aussi une autre catégorie de femmes, dont fait partie Messika, c'est les femmes maquisardes qui avaient pris le maquis, et c'était... Elle avait fait l'école de Sétif. Oui, elle est originaire de Marouana pour rester dans les Aurès. Donc, c'est Ziza Messika, de son vrai prénom c'est Sakina. Elle est née à Marouana donc en 1934. Et puis, elle est l'une des rares filles de Marouana à avoir fait des études, à avoir eu accès à l'instruction. Donc, c'était déjà une chance. Ensuite, elle est partie à Sétif pour les études moyennes, et c'est là où elle va rencontrer ses sœurs du cœur, comme je les appelle, à savoir Myriam Bouatoura et Leila Bouchaoui. Ensuite, en 1953, elle est repartie à Batna, elle a décroché son baccalauréat en 1953. C'est l'une des rares aussi, un fait rarissime à l'époque. Et ensuite, et pendant les vacances d'été, elle a eu une petite expérience au niveau de l'hôpital de Marouana qui porte aujourd'hui son nom. C'est l'hôpital Ziza Messika. Et c'est là où elle a appris, disons, l'ABC du métier de l'infirmière, à savoir faire une suture, prendre une température, un pansement, etc., une attelle. Et ensuite, elle est partie
en France pour faire des études supérieures, mais elle a choisi Montpellier. Pourquoi Montpellier? Parce qu'il y avait déjà son frère aîné Ayesh qui faisait déjà ses études de médecine à Montpellier. Elle a choisi de faire les sciences humaines et la littérature. Nous allons faire juste une petite pause, si vous voulez bien, dans quelques instants, et on se retrouve avec le livre de Yazid Ismail Messika, Une étoile oubliée de l'histoire. On se retrouve dans quelques instants. Vous n'avez pas été trop loin, hein. Donc on reprend avec notre ami Yazid Ismail, avec Messika, Une étoile oubliée de l'histoire. Vous êtes donc avec Al 24 News dans votre émission Algérie plurielle. Nous sommes ensemble, nous fêtons l'Algérie à travers ces femmes et ces hommes et les hommages rendus à des shahidettes, à des moudjahidettes. Et c'est le cas ce matin, notamment avec Yazid Ismail et Messika, Une étoile oubliée de l'histoire, où vous rendez hommage à une dame. Une Algérienne, vous disiez il y a quelques instants. Hein, une Algérienne singulière, oui. Qui a renoncé à ses études supérieures. Vous disiez qu'elle était, on reprend, vous disiez qu'elle a fait ses études à Montpellier, elle est partie sur Montpellier. Oui. Après 2 années, et c'est là où, en fait, on a assisté à la naissance de Messika, la militante. Elle a pris conscience de son identité. Et puis, elle a eu aussi le déclic, et c'était le moment de rupture, comme ce fut le cas pour beaucoup de militants aussi. Et c'est à ce moment-là qu'elle a eu des éléments de comparaison entre cette société occidentale et celle des Aurès dont elle est issue. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu la prise de conscience qui a fait que Messika a décidé de rentrer pour rejoindre les siens parce qu'elle se sentait déplacée dans cette société occidentale. Elle disait que moi, ma place est avec les miens, et c'est à ce moment-là qu'elle décide de rentrer, certes son diplôme, mais avec une conscience de son destin. Et au moment où elle est revenue à Marouana, donc c'était 2 années après, la situation n'était plus la même, c'était la 2e année de la guerre de libération nationale. Beaucoup de choses avaient changé, et au lendemain de l'appel de grève du 19 mai 1956, elle décide de rejoindre ses copines, à savoir Mariam Bouatoura et Lila Bouchaoui à Sétif, et c'est ensemble qu'elles vont créer la première cellule de militantes et de combattantes qui vont prendre le maquis, et elles seront affectées donc à la région de Kolo, elles vont s'occuper de tout ce qui relève de la santé. Et Malika Gaïd. Et Messika sera affectée à la région de Oued Atiyab. Et c'est là où elle va accomplir des choses extraordinaires. C'est elle qui va prendre en charge tout le secteur de la santé. Elle va faire preuve de beaucoup de génie et d'ingéniosité. Il faut se remettre dans le contexte. On était dans le plan Chal qui avait resserré les taux sur le maquis, donc l'accès au matériel de soins, aux médicaments se faisait très rare et chaque déplacement était risqué. Et Messika donc avait réussi à transformer la misère en science. C'est ce que je disais dans ce livre. Et elle a eu la reconnaissance de grandes figures de la santé de la Hélène à l'époque, donc à savoir Abdelkader Bouchrit et Azouz Hamrouchi. Et Messika avait sous sa responsabilité 18 patients qu'elle soignait, qu'elle entretenait. Au-delà du soin physique, du pansement, de la suture et du reste, elle soignait également les âmes. C'est ce qui faisait la particularité, la singularité. C'est beau, ça. Elle était d'une générosité, d'une grandeur d'âme extraordinaire. C'est ce qui la distinguait des autres. C'était la grande sœur, c'était la confidente, c'était l'amie. Donc, elle avait très vite compris que au-delà des armes, le combat se jouait également par autre chose, par le soin, par le soutien moral pour les troupes. D'ailleurs, il y a une histoire extraordinaire. D'ailleurs, c'était là l'élément déclencheur. C'était pendant sa tournée quotidienne. On parle d'un plat traditionnel, pour rester dans la tradition, c'était le korsa, qui est un plat très connu dans la région de l'Est, qui est fait à base de semoule, des œufs. Ensuite, on fait frire. Le et korsa. ensuite, il y a Ouais, le korsa. Ensuite, il fallait un nappage de miel. Et c'est ce qui relevait aussi le goût.
Et à ce moment-là, Massika, elle décide de le préparer pour ses patients, pour leur offrir un moment de chaleur familiale en plein tumulte de la guerre. Et c'est à ce moment-là que donc Massika, elle devait descendre dans un village en contrebas de la montagne, à Ouadjma, pour récupérer du miel chez une autre grande dame aussi de la guerre de libération, un personnage réel, c'est Khaltim Saouda. Une des femmes qui appartiennent justement à cette catégorie dont j'ai parlé, à savoir les Mousseblettes. Donc son époux et ses enfants ont pris le maquis, et elle, c'était la cheville ouvrière qui ravitaillait le maquis. Donc c'est la rencontre entre deux générations de femmes et deux aussi catégories de combattantes et de militantes. Écoutez, Yazid, on pourrait vous écouter des heures. Vraiment, on est en immersion avec cette très très belle histoire, et vous le dites d'une façon extraordinaire. En fait, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, elle est tombée au champ d'honneur le 29 août 1959, parce qu'après avoir sauvé les 18 blessés, les 18 patients, elle a décidé de retourner à la casemate qui servait d'hôpital de fortune pour récupérer sa trousse de soins, parce que c'était le prolongement de son combat, c'était son arme à elle. Et avant de franchir le seuil de la casemate, l'avion avait lâché une bombe, un éclat l'avait touché au front, et elle est tombée en martyr. Et 3 mois après l'indépendance, sa famille a décidé d'aller récupérer sa dépouille pour la réenterrer à Marouana. Et à la grande surprise, ils étaient accompagnés par un des rescapés que Massika avait sauvé. Elle était enterrée au pied d'un grand arbre. Et après avoir déterré le corps de Massika, il n'y avait aucune trace de décomposition. Elle était intacte, on dirait qu'elle venait juste de s'endormir. Et ça relève du prodige. Et c'est là toute la symbolique. Massika qui était d'une âme pure, qui avait aimé profondément cette terre, qu'elle avait arrosée avec son sang, qui est la terre d'Algérie, elle était de cette terre. La terre d'Algérie, et l'Algérie l'avait préservé, avait gardé intact ce corps, et c'est là l'élévation de Massika qui devient une mémoire, un symbole. Voilà. Écoutez, on est très émus. Hein. J'ai les larmes aux yeux. C'est quelque chose de bouleversant. Oui. C'est un roman historique. Voilà. Alors Massika, voilà, c'est un livre que vous pouvez trouver dans toutes les librairies chez nous, les bons libraires comme on dit, et c'est au niveau à Dar al-Uthmaniya. Oui, c'est lui l'éditeur. C'est l'éditeur, Dar al-Uthmaniya. Bravo. Bravo Yazid pour ce livre magnifique. Vous étiez agréablement surpris, Monsieur Guerfi, un peu de l'histoire. Je tenais à lui offrir une sorte de mausolée littéraire à cette grande femme. C'est magnifique. En tout cas, vous racontez l'histoire. On a l'impression que vous avez vécu avec elle, n'est-ce pas, Nora? On a l'impression que notre ami Yazid Ismail a vécu avec... en fait, moi, j'ai précisé que c'était un roman historique. Contrairement au premier ouvrage, Les Fahlet, qui est beaucoup plus un travail de recherche didactique, qui obéit à toute la rigueur scientifique, la méthodologie scientifique. Mais là, j'ai essayé d'aller là où l'historien ne peut pas aller, à savoir tout ce qui relève de l'affect, du ressenti, de l'émotionnel, de l'humain. En fait. Bravo, bravo Yazid, vraiment bravo pour ce livre. Et on enchaîne avec Nora Hamdi, qui vous êtes vraiment pratiquement en fusion. Vous, c'est aussi un hommage vous avez écrit un livre autour de... D'abord, votre vie était une vie aussi assez intéressante et riche, avec beaucoup de questionnements. Donc très jeune. Vous avez vous avez fait des études en France, vous étiez dans votre espace, dans votre cocon. C'est à partir d'un certain âge que vous avez commencé à vous intéresser à l'Algérie, à la guerre de libération, à l'indépendance, à ce qu'est l'Algérie. Et c'est ce qui vous a mené à aller autour de ces échanges avec votre maman, et un hommage aussi à votre grand-mère de la région de la Kabylie, de Tizi Ouzou et des montagnes de Tizi Ouzou. Oui, en effet, lorsque j'ai découvert l'Algérie tardivement. Oui. Alors évidemment, comme beaucoup enfants issus de la diaspora, eh bien, on allait les étés, mais c'était pas du tout, j'avais pas tellement d'intérêt sur l'histoire ancienne, tout simplement parce que ma mère vient d'une génération où les femmes se taisent. Elles sont beaucoup dans le silence. Et donc, moi, j'ai fait mes études donc à Paris, j'ai fait mes premiers films. Donc, nous voyons le livre, donc votre livre, La Maquisarde, oui.
Voilà, c'est le 5e roman. Enfin, c'est pas un roman, c'est un essai, car j'ai découvert en fait l'histoire de ma mère lorsque tous ses enfants sont partis, parce qu'elle était à la retraite. Et elle a commencé à me parler. Au départ, je me suis dit, c'est pas possible, ce qu'elle raconte, c'est quand même incroyable, c'était que des héroïnes. Et puis là, j'ai commencé à prendre des notes, parce que c'était assez éparpillé. Et là, j'ai décidé en fait d'aller voir, parce qu'elle me parlait beaucoup de son frère, qui est un moudjahid, qui a perdu son bras d'ailleurs lors d'un combat. Et donc, je suis allée voir cet oncle-là, que je connaissais pas très bien. C'était en 2012. Et donc, j'ai dit, voilà, ma mère me raconte telle et telle histoire, mais c'était par bribes, parce que c'était tellement violent, puisque ma mère a connu les camps de concentration en Kabylie, et parce qu'elle elle soutenait le maquis, et elle allait dans le maquis avec sa mère. Et donc, je suis allée à Iri-le-Zouar, dans la région de Kabylie, pas loin de Sidi Ali-Bounab. Et donc, il m'a emmenée dans le village de Bouyadif, où ma mère est née, dans sa famille. Et donc, il m'a raconté comment ça s'est passé le soir où l'armée française est venue prendre tous les hommes pour servir l'armée française. Et donc, lui, il s'est sauvé dans le maquis avec quelques hommes. Et il s'est échappé. C'est comme ça qu'il a créé son groupe de maquisards. Et donc, les femmes étaient là pour aller apporter à manger, les soutenir. Et lors d'un passage comme ça, où ma mère est allée, parce qu'elles allaient la nuit, apporter à manger, c'était très dangereux. Et donc, ils se sont fait attraper. Ma mère s'est fait attraper un premier temps. Donc, ils l'ont mis au camp de concentration. C'est autour de Tizi Ouzou. Il existe encore. C'est devenu un centre de formation. Et c'est terrible parce que quand j'ai découvert ce camp, c'était grand comme un village. Et ensuite, j'ai récupéré évidemment les photos d'archives. Et ensuite, ma mère est allée une deuxième fois, parce qu'ensuite, elle s'est fait encore attraper, lorsqu'ils ont ratissé le village. Ils l'ont brûlé parce que souvent, il y avait beaucoup de villages qui soutenaient en fait les maquisards. Et donc, à un moment donné, l'armée française décidait de ratisser les villages, de les brûler de manière à ce que toute la population soit ensuite enfermée dans les camps. Ils brûlaient les oliviers aussi. Ah, ils brûlaient tout. Les oliviers, c'était aussi quelque chose de très très violent. Oui, parce qu'ils prenaient il y avait l'accueil des oliviers pour permettre aux hommes de manger. Enfin, oui, il y a tout ce qui suscitait de la nourriture. Et donc, lorsqu'elle a été au camp de concentration là-bas, eh bien, avec sa mère, ma mère est restée 3 jours parce qu'à un moment donné, sa mère est restée plus longtemps. Ma mère s'est échappée en fait du camp parce que sa mère lui a dit. Il y avait un arrivage encore de villageois. Et elle lui a dit, c'était l'occasion. Elle ne pouvait pas se sauver. Et quand elle a vu la porte ouverte, elle lui a dit, c'est maintenant ou jamais. Donc, mère, on va mourir. Et donc, elle s'est sauvée. Ma mère, ensuite, s'est cachée dans plusieurs familles. Et elle s'est cachée pendant 7 ans à la Casbah, chez un oncle qu'il a. Et la Casbah d'Alger. La Casbah d'Alger, oui, elle a vécu 7 ans. Et donc moi, évidemment, ma mère me raconte toutes ces histoires. J'ai fait, c'est pas possible, ma mère est une héroïne. Incroyable. Ah oui, je me suis dit, mais voilà. Et donc j'ai écrit tout ça et je l'ai proposé aux éditions Grasset et ensuite aux éditions Cédia. Oui. Et puis cette histoire ne m'a pas quittée parce qu'effectivement, j'ai découvert l'Algérie sous ce prisme-là, de la culture et de l'histoire. Et là, ça m'a assez changé. Il y avait un avant et un après, quand on connaît son histoire. Alors moi, ma mère, c'est vrai que m'a toujours, et mon père, m'a toujours élevée dans la richesse de notre culture, si bien que moi, j'ai jamais eu de soucis avec mes origines, parce que je connaissais, c'était une force pour moi, et puis j'avais une double culture, et pour moi, c'était quelque chose de beaucoup plus... J'étais plus forte avec ça, et là, plus que jamais, avec une mère. Et aussi, quand j'ai écrit les livres, je me suis dit, c'est intéressant de voir la guerre d'Algérie sous le prisme des femmes, mais les femmes populaires, celles qui n'avaient pas les paroles, celles qui ne savaient pas lire. Mais Sitia était quand même lettrée. Et ces femmes-là qui ne pouvaient pas parler, qui avaient connu des choses extraordinaires, parce que c'est quand même assez fort pour ces femmes-là du jour au lendemain. Elles sont sorties de leur maison et elles ont mené un combat. Et ça, j'avais envie de parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ces femmes-là qu'on pense souvent soumises, alors qu'elles ont des vies cachées assez fortes. On a tous dans notre famille une sœur, une grand-mère, enfin elles existent ces femmes-là, et j'avais envie de leur donner une voix
parce que la plupart de ces femmes-là, souvent, sont illettrées, elles ne savent pas lire et écrire. Et voilà, je me suis dit, ben voilà, ma mère a fait de moi une écrivaine, eh bien, je vais lui donner ma voix, et à toutes ces femmes silencieuses. Et c'est Il y a vrai eu le que... film après. Alors voilà, après, ensuite, quelques années après, ça ne m'a pas quittée. Et ayant déjà fait un premier long métrage qui s'appelait Des poupées et des anges, Avec Leila Barti. avec Leila Bekti, Samina Seri, Léa Seydoux, enfin, il y avait un gros casting. Oui. Là, je me suis dit, bon, on va faire un film sur la guerre d'Algérie sous le prisme des femmes. Et donc, évidemment, je découvre qu'en France, parler de la guerre d'Algérie, c'est compliqué. Et donc, le financement était très compliqué. Et puis, à un moment donné, aussi, on voulait réécrire l'histoire. Et j'ai dit, non. À votre place. Oui, ça depuis le début, de toute manière, moi, je suis venue à l'écriture pour écrire mon histoire et pas celle qu'on veut bien nous donner. Et donc, j'ai décidé de le faire moi, de le produire. Et évidemment, je n'avais pas les outils pour le tourner en Algérie, mais j'avais déjà visité les forêts de Kabylie, qui ressemblent à des forêts en France. Oui. Et puis j'ai retrouvé un bâtiment de l'époque coloniale en France, même que l'Algérie. Puis j'en ai fait un huis clos, et donc j'ai tourné le film La Maquisarde. Il faudra qu'on le voit, ce film. Voilà, il faudra qu'on le voit en tous les cas. Nora, c'était un plaisir aussi de vous avoir reçu. Nora Hamdi, qui est souvent de passage ici à Alger, qui a participé, qui a été membre du jury du festival de Annaba, du festival de Staïda, et celui aussi... Alors dernièrement, c'était celui d'Alger, et puis mes films sont... Je suis souvent invitée. Souvent invitée dans les festivals, et c'est un honneur, c'est un plaisir, et quand l'Algérie reconnaît ses siens, ses enfants, quelque chose de merveilleux. En tous les cas, vous serez toujours la bienvenue parmi nous dans notre émission, et c'est toujours un bonheur de s'enrichir en fait des informations des autres et de découvrir ce qui se passe, parce que chaque Algérien qui est à l'étranger, qu'il soit né là-bas ou pas, c'est comme une graine de l'Algérie que l'on plante ailleurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de confirmé aujourd'hui. C'est le cas de notre amie Dalila Mekader qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un bonheur. Elle, par contre, c'est dans la musique citadine, andalouse, la musique classique algérienne. Merci Dalila d'être là. Oh, j'imagine que vous êtes imprégnée de toutes ces informations. Je suis en train d'apprendre beaucoup entre de choses. M. Azdin Garfi, la sortie de son livre, M. Morad Saïdani, directeur de la Chambre des métiers de la Wilaya d'Alger, Liezid Smaï qui nous a fait pleurer presque, et Nora également Hamdi autour de l'histoire, et vous, parce que c'est aussi un parcours de vie, et vous êtes aussi toujours impressionnante, parce que je suis aussi amie avec vous sur les réseaux sociaux, et de là où vous êtes, aux États-Unis ou ailleurs, pour l'Aïed, pour les Moulouds, elle met sa caméra, elle ouvre et elle chante les chansons du Mouloud Nabawi, elle nous montre ce qu'elle fait. Elle reçoit beaucoup aussi. C'est vrai. Beaucoup, c'est important pour vous, Dalila? Oui, c'est très important. J'ai toujours eu cette idée de garder là où je vais, oui, de promouvoir et de transmettre cette culture qui est très riche et vraiment intéressante, parce que généralement, j'essaye de ramener des gens d'autres pays. Oui. Oui, et quand je fais des soirées, j'organise des soirées, j'ai toutes les nationalités, presque toutes les nationalités. Donc les gens découvrent cette Algérie avec sa richesse et sa culture et sa musique, toutes sortes de musique. Là, nous vous voyons avec Naguib Kateb, avec l'orchestre autour de la musique. Quand vous venez, vous êtes tout de suite introduite dans l'orchestre. Oui, ça, c'est incroyable. Vous venez pour un mois, 2 mois, tout de suite, elle est dans le groupe et en avant, les concerts, les spectacles, le vêtement traditionnel, la musique, la poésie. Oui, j'englobe tout ce qui est algérien, habillement, culinaire, gâteaux traditionnels et artisanat aussi. Oui, très important, très important. Et puis je voulais en parler de cette chose qui s'est passée en Louisiane, précisément à Bâton Rouge. Alors j'ai eu l'honneur de chanter dans la pièce de théâtre d'Assia Djebbar, les femmes algériennes dans leur appartement, comme elle était là-bas directrice des langues étrangères. Donc elle m'avait découverte à la Nouvelle-Orléans, et de là elle m'a invitée pour chanter
typiquement algérois. Ah, magnifique. Yeah. Là, on vous voit hein, dans des concerts de musique. Et là, c'est magnifique. La chanson algérienne étant vous avez été l'élève de Skandarani. Skandarani, l'une des figures emblématiques Celui de qui m'a la appris musique le piano. algérienne, du Yeah. piano, chef d'orchestre, compositeur. Ce n'est pas rien. Vraiment, c'est une richesse. J'ai eu cette chance d'apprendre cet art Très jeune. à travers, très jeune, Ouais. et des chiours qui vraiment, qui ont eu j'ai eu une base vraiment très très importante. Et quand on est comme vous, comme Nora, bon, la différence c'est que vous aussi vous êtes d'Alger, donc vous êtes parti, mais comme Nora aussi, il y a la découverte de l'Algérie pour elle, mais pour vous, vous découvrez aussi la richesse du pays quand on est loin du pays. On se compare aux autres et on se dit finalement, pour nous, tout est quelque chose d'évident. Et c'est quand on se déplace qu'on se trouve que vraiment il y a de la richesse, on est diversifié, on se compare à l'autre et on dit waouh, tout ce qu'il y a chez nous, c'est Exactement. Et c'est ce qui fait. ne serait-ce que dans la chanson, parce que on est tellement, il y a une richesse incroyable dans la musique, dans la chanson. Oui, maintenant je chante des chansonnettes aussi. Oui. J'essaie de me découvrir dans d'autres styles. Dans le style de Gerwabi, de Fadila Gerwabi, Zieria, Fadila Selwa, Zieria, Nadia Ben Youssef. Aussi, je chante Lemsenia, Constantinois, oui. alors que je n'ai jamais chanté Constantinois, mais là, je me découvre aussi. Et ça, c'est l'image que vous donnez avec ces rencontres, ces qadettes que vous organisez. Et ça demande du temps de préparer tout cela. Beaucoup, mais c'est un plaisir. C'est vrai que c'est fatigant, mais à la fin, il y a vraiment un résultat extraordinaire. Pour vous, c'est une mission accomplie. Voilà, pour vous, c'est une mission accomplie de dire, voilà, je suis algérienne, je mets en avant tout ce que je sais de mon patrimoine. Et surtout quand on voit les regards admiratifs des gens. Exactement. Et surtout quand ça vient des Américains ou même des moyens orientaux aussi. Oui. Ils ne connaissent pas grand-chose sur l'Algérie. Et vraiment, ils sont éblouis. Sincèrement, ils adorent. Ils attendent quand est-ce que l'Aïd, quand est-ce qu'il y a quelque chose. Delilah, tu vas faire quelque chose. Oui, pour que vous puissiez les inviter, leur faire découvrir tout cela. Exactement. L'amour que vous avez pour la musique andalouse, nous voyons des extraits de vos concerts ici à Alger avec Naguib Kateb, que l'on salue aujourd'hui, qui fait un travail fabuleux autour de la préservation du patrimoine. Et puis, les textes, la poésie. Est-ce que vous expliquez aussi ce qu'est la poésie algérienne? Exactement, oui. Quand c'est de l'andalou, il faut beaucoup de recherche, bien sûr. C'est l'arabe standard. Oui. Mais quand c'est derja, comme le haouzi et l'arabi, là, c'est un peu plus facile. C'est-à-dire, on peut avec l'arabe classique. Oui, bien sûr. On peut expliquer. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, et je pose la question à tout le monde, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les réseaux sociaux jouent un rôle très positif pour la présentation de l'Algérie, de la culture? Les gens découvrent beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et c'est comme ça que les gens me découvrent aussi. Oui, c'est ça. Nora, c'est votre cas aussi? Oui, puis la diaspora maintenant parle beaucoup de l'Algérie de manière très positive. Et c'est vrai que ça donne envie d'aller. Et puis c'est vrai que toutes les personnes qui se déplacent en Algérie incite les autres à venir parce que c'est vraiment, il faut se déplacer pour le vivre parce qu'il se passe tellement. C'est ce que nous découvrons aussi avec M. Saïdani, la Chambre des métiers, où on découvre à chaque fois les activités, ce que vous faites à Darbash Tarzi, par exemple, à la Basse Casbah, où il y a énormément de choses merveilleuses qui se font dans ce magnifique espace. Vous connaissez l'espace, M. Garfi? Voilà, donc au niveau, c'est là où se trouve justement la Chambre des métiers, où il y a des concerts de musique à l'intérieur. Et je trouve qu'aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, il y a du bon, mais il y a du mauvais, mais il y a du très bon aussi. Il y a de l'excellent quand on sait utiliser aussi les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je crois que c'est maintenant, ils sont imposés. Parce que chacun, à son niveau, peut produire des contenus et les partager. Et puis, rapidement, il y a des groupes qui sont formés pour la musique, pour l'art, pour la littérature, etc. Et chacun, rapidement, va là où ils sont le mieux. Tout à fait. Et moi, c'est plus facile maintenant. On voit beaucoup de jeunes talentueux
tu vois, qu'il est dans un tout petit déchala très très Exactement, loin, c'est personne ça n'entend qui fait parler, que- il fait des merveilles, chacun dans où il excelle, d'accord, soit dans la musique ou dans le chant ou dans l'artisanat. Le savoir-faire. Et on a vu, j'étais étonné de voir les Boussaadi même Oui. se vendre sur les réseaux sociaux, Oui. c'est extraordinaire. Oui, oui, tout à Avant, il faut y aller, il faut se déplacer à Boussaada et quand on part, on achète un pour nous et 3 ou 4 Oui. pour les partager et maintenant ils sont livrés. Moi je crois que c'est une porte, surtout pour l'artisanat. Avant, pour passer par un réseau de distribution, c'est très très compliqué. Oui. Et puis les marges entre grossistes et tout Oui, ça. oui, bien sûr. Et maintenant, on arrive quand même à promouvoir chacun dans son domaine sa production et aussi la vente. Très bien. Merci beaucoup. Yazid aussi, j'imagine que ce que vous faites aussi, vous le partagez. Yazid Oui, Ismaël. il s'agit de travailler sur 2 axes. Maintenant, il y a toute cette nouvelle technologie qui est à portée du doigt, parce qu'on Oui. est dans le digital. Mais faut-il encore l'utiliser à bon escient? Absolument, non, ça c'est clair. Moi, on en parle du je positif. pense que nos invités aujourd'hui s'inscrivent tous dans la même Oui. démarche, à savoir la préservation de la mémoire, du patrimoine, qui est une partie aussi de cette mémoire, de cet héritage. Le pérenniser, le transmettre de la meilleure manière, mais aussi comment le promouvoir et en faire un produit bien. de qualité aussi. C'est là où on retrouve nos repères culturels, identitaires qui font la singularité de l'Algérien, en fait. Il s'agit de ça. Merci beaucoup. Ben, écoutez, on arrive à la fin de notre émission d'aujourd'hui, Algérie plurielle, très riche par vos présences, par vos initiatives, par toute cette découverte, beaucoup d'émotions également. Je vous dis au revoir et à vendredi prochain.